Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler des enquêtes en matière de concurrence avec Nathalie Jalabert-Doury, associée au sein du cabinet Meyer-Brown. On parlera ensuite de communication de crise en matière de droit pénal des affaires avec Anne Bassi, associée chez Fargo Sachinka. Et enfin, on parlera des conséquences des instabilités mondiales et européennes sur la sécurité juridique avec Jean-Nicolas Sauret, associé au sein du cabinet Advent Altana. Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler des enquêtes en matière de concurrence avec mon invité Nathalie Jalabert-Doury, associée au sein du cabinet Meyer-Brown. Nathalie, bonjour. Bonjour Arnaud et merci de votre invitation. La lutte des autorités de concurrence contre les pratiques anticoncurrentielles repose principalement sur leur pouvoir d'enquête. Pour commencer, comment les autorités de concurrence effectuent-elles leurs enquêtes pour révéler les infractions de concurrence ? Alors les inspections sur place, sous toutes leurs formes, qu'on parle de visite et saisie, d'inspection de la Commission européenne ou encore de perquisition pénale, c'est un outil essentiel dans l'arsenal des autorités de concurrence. Qu'est-ce que cela signifie? En pratique, 5, 10, 20, parfois même plus d'inspecteurs se présentent sans prévenir au sein de l'entreprise pour fouiller, saisir en masse des données. Et si le moyen existe depuis de nombreuses années, en revanche, les méthodes qui sont mises en œuvre ont considérablement évolué ces dernières années. Et les autorités ont des outils qui leur permettent de passer en revue et de capter, de saisir des données électroniques en masse. Qu'on parle des serveurs, du cloud et des données qui sont contenues sur les téléphones des personnes, téléphones d'ailleurs, que ce soit professionnels ou même personnels. Et quand les autorités imaginent que ça n'est pas encore suffisant, elles n'hésitent pas, pour l'autorité de la concurrence, à faire un signalement au parquet pour que celui-ci désigne un juge d'instruction. Et le juge d'instruction, lui, pourra adopter des mesures complémentaires qui vont permettre d'être encore plus efficaces. Écoute téléphonique, perquisition pénale. Donc tout ceci fait de l'autorité de la concurrence de Paris et puis de la Commission européenne à Bruxelles des autorités particulièrement redoutées des entreprises. Et le rythme des enquêtes ne va pas ralentir. Encore la semaine dernière, l'autorité de la concurrence a fait une série de visites et saisies sur des suspicions d'entente dans le secteur des bouteilles en verre. Donc, il faut que les entreprises soient préparées à gérer un tel événement qui peut survenir à tout moment. Alors, pour se préparer, il faut aussi un certain nombre de risques qui encourent les entreprises. Comment les entreprises gèrent-elles les risques qui sont associés au risque de concurrence, notamment le risque d'obstruction? Effectivement, le risque immédiat, c'est celui de l'obstruction et l'obstruction coûte très cher. Je vais vous donner 2 exemples récents qui ont tous les 2 concerné des entreprises françaises d'ailleurs. Dans le premier cas, c'est un cadre dirigeant qui a supprimé un fil WhatsApp, une discussion WhatsApp pendant la durée de l'inspection, et ce, alors qu'il avait reçu un mail de sa direction juridique pour lui indiquer, précisément de bien préserver toutes les données sur son téléphone portable et de le ramener au sein de l'entreprise. Alors dans cette affaire, l'entreprise, une fois constaté le désordre, a immédiatement coopéré et parvenu à restaurer le fil effacé. Mais la Commission européenne a néanmoins considéré que l'obstruction était caractérisée et donc sanction. Sanction, 15,9 millions d'euros en l'occurrence. Ah oui, c'est considérable. Absolument. Et alors, à un niveau moindre, parce que l'entreprise était plus petite, l'autorité de la concurrence a elle-même sanctionné à près de 1 million d'euros dans ces derniers mois, là, dans les périodes tout à fait récentes, une entreprise dont un cadre dirigeant s'était dissimulé dans son bureau pendant quelques heures. On ne sait pas s'il y a eu déperdition, on ne sait pas ce qui a été manqué par l'autorité du fait du retard mis à se signaler. Quoi qu'il en soit, là encore, obstruction, sanction.
Donc, dans une visite et saisie, la direction juridique, elle doit être sur tous les fronts parce qu'elle doit à la fois faire face aux demandes des enquêteurs et elles sont nombreuses. Leurs moyens de détection des infractions sont considérablement développés dans la période récente avec ce tout digital dans lequel on vit. Bien sûr. Aujourd'hui, il est plus pensable d'avoir une action, une communication qui ne laisse pas juste une trace, de multiples traces. Donc, il faut satisfaire aux demandes des enquêteurs qui sont sophistiqués pour mettre la main sur les données. Et dans le même temps, il faut prendre les dispositions pour éviter l'obstruction. Et c'est évidemment plus le moment de former les équipes ou de mettre en place des procédures. Tout ça doit avoir été anticipé Donc, pour bien se il dérouler. faut un équilibre entre les deux et essayer d'anticiper les choses. Justement, face à ces risques, quelles sont les protections qui doivent être réclamées par les entreprises? Effectivement, elles ont des obligations, mais il faut aussi veiller aux protections de l'entreprise. Et là encore, la direction juridique est au cœur du sujet, puisque c'est elle qui sera interpellée par la direction si les protections ne sont pas demandées en temps et en heure. Alors, je pense qu'il y en a trois principales à évoquer. La première, c'est le champ de l'enquête. Les autorités ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Elles viennent sur la base d'indices qui circonscrivent une pratique et elles ne peuvent pas faire ce qu'on appelle des fishing expeditions, partir à la pêche d'autres choses. D'accord. Voilà, donc la direction juridique, les avocats vont prendre soin que ce périmètre soit le plus possible respecté. C'est certainement la première chose. Et puis également, on y pense tout particulièrement de mon côté, le respect du privilège avocat-client. Les données échangées, les conseils de l'avocat sur l'affaire ou dans le domaine de la concurrence vont devoir être expurgés. Les droits de la défense sont en cause, c'est très important. Et puis de plus en plus, et ça c'est récent, les magistrats imposent aux autorités de prendre des précautions sur les données privées des salariés. Parce que, y compris dans les messageries purement professionnelles, on On trouve... peut avoir des données privées, bien sûr. Moi, la première. Donc, quand on mélange des données privées, des données professionnelles, on s'expose à ce qu'elles soient embarquées. En revanche, des données purement privées, les juges imposent de plus en plus que les autorités y fassent attention. Mais évidemment, pour que ces protections soient efficaces, il faut qu'elles soient demandées en temps utile et faites conformément aux exigences de la jurisprudence. Là Comment encore, concrètement? des réserves pour commencer, des réserves qu'on inscrit alors au PV ou hors PV, puisque les enquêteurs aiment peu qu'on intervienne sur leurs procès-verbaux, mais on doit les signaler à l'officier de police judiciaire, on les envoie par email, donc on forme des réserves et dans un certain nombre de cas de figure, il faut faire un recours pendant l'enquête. Ça nous est arrivé il y a quelques mois, le tribunal de l'Union nous a reconnu la légitimité d'une de nos revendications, mais a prescrit ce qui n'avait jamais été fait auparavant, qu'on saisisse le tribunal de l'Union pendant l'inspection de la Commission européenne. D'accord. Voilà, donc sur tous ces sujets-là, effectivement, c'est la connaissance du terrain et le suivi de l'actualité qui permet de... Et l'anticipation, encore une fois, qui permet de réagir comme il Anticiper le faut. pour pouvoir gérer au mieux ces enquêtes. Et il y a aussi l'avocat au centre du jeu, évidemment. Quel est le rôle de l'avocat d'une entreprise qui fait l'objet d'une enquête de concurrence? Alors, l'avocat, comme on l'expliquait à l'instant, il va être aux premières loges pour faire les réserves qu'il convient de faire, introduire les procédures qu'il faudrait engager. Et d'ailleurs, quand je dis l'avocat, je devrais dire les avocats, parce que généralement, on arrive en force dans Bien ces sûr. moments-là. Donc, on est nombreux, parce qu'il faut beaucoup de personnes pour suivre ce qui se passe, se dispatcher avec les enquêteurs, relire les PV, contrôler tout ça. Et puis, surtout, je dirais, les avocats ont un rôle clé dans la communication entre les enquêteurs et l'entreprise. Sur la base de leurs connaissances intimes du client et puis de son secteur d'activité, puis aussi de son organisation, il va pouvoir aider à dénouer des incompréhensions entre les deux. Très vite, l'escalade de l'obstruction se présente, donc l'avocat peut vraiment aider à ce niveau-là. Donc dénouer les situations de crise, parfois aussi durcir le ton. Dans quel cas? Deux pour faire bonne mesure. Parfois, il faut durcir le ton vis-à-vis de représentants de l'entreprise elle-même,
quand ils ne réalisent pas la mesure de leurs obligations. Parfois, il faut aussi durcir le ton vis-à-vis des enquêteurs qui posent des demandes qui vont trop loin par rapport à la capacité de l'entreprise. On va conclure là-dessus. Merci Nathalie Jalabert-Doury. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Meyer-Brown. Merci Arnaud, c'était un plaisir. Tout de suite, l'émission continue. On va parler communication de crise en matière de droit pénal des affaires. On poursuit l'émission, on va parler communication de crise en droit pénal des affaires avec mon invitée Anne Bassi, fondatrice associée de Fargo Sachinka. Anne Bassi, bonjour. Bonjour Arnaud. Tout d'abord, quelles sont les nouveautés en matière de justice communicationnelle ? Ce qu'il y a de neuf, Arnaud, c'est qu'aujourd'hui, l'accusation est reprise comme une vérité et elle se propage comme une vérité dans la sphère médiatique. Alors, on le sait, le tribunal médiatique, il est rapide, il est influent, il est puissant. L'idée, c'est d'arriver à le canaliser. Et pour ça, il faut surtout s'organiser. Et c'est ça qui est vraiment nouveau, c'est cette organisation qui devient indispensable. Alors, il y a 6 choses à comprendre pour l'organisation. La première, c'est bien sûr de comprendre les règles de ce tribunal médiatique. La deuxième, c'est d'avoir une ligne narrative très claire et de bien la travailler. La troisième, c'est de maîtriser le tempo médiatique. La quatrième, c'est bien sûr d'anticiper les réseaux sociaux. La cinquième, c'est de préparer les porte-paroles convenablement. Et, même si ça peut sembler étonnant, le dernier point, c'est d'anticiper dès le début la fin de la crise. Alors, par exemple, sur le premier point, sur les règles en fait du tribunal médiatique, qu'est-ce qu'il faut bien comprendre ? Il faut bien comprendre que contrairement au tribunal judiciaire, le tribunal médiatique, il ne repose ni sur le principe du contradictoire, ni sur la présomption d'innocence. Il repose sur l'émotion et sur la vitesse. Et le premier récit qui s'impose crée ce fameux soupçon, il n'y a pas de fumée sans feu, voire comme disait Voltaire, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Donc ce qui est indispensable, c'est de bien occuper l'espace médiatique, parce que si vous n'occupez pas cet espace-là, d'autres le feront. Et c'est vrai qu'une crise non maîtrisée, c'est une histoire racontée par les autres. Alors, le deuxième point sur la fixation de la ligne narrative, c'est indispensable de savoir ce qu'on veut dire, comment on veut le dire et à quel tempo on veut le dire. Et ce tempo-là, il est important, c'est le troisième point, parce qu'il y a toujours des phases dans une crise. La première phase, c'est le lancement. Ensuite, il y a toujours la phase d'amplification. Il y a toujours la phase un peu de lassitude ou de saturation. Il y a toujours une phase de rebond et il y a la dernière phase. La dernière phase, soit c'est une sortie de crise, soit c'est un refroidissement parce que une affaire chasse l'autre. Le point sur les réseaux sociaux, il est très important parce qu'il faut bien comprendre, surtout pour les réseaux sociaux, il faut regarder s'il n'y a pas des signes avant-coureurs. On peut détecter des signes avant-coureurs. On peut détecter des signes avant-coureurs et on peut aussi surveiller de façon très active ce qu'il se passe avec les hashtags, par exemple. Les hashtags négatifs, et notamment pour éviter qu'ils s'enracinent. Et on peut se faire aider d'ailleurs par l'intelligence artificielle pour faire cette veille et même faire une veille sur les fake news. Le cinquième point, c'est la préparation des porte-paroles. La préparation des porte-paroles, évidemment, elle est indispensable parce qu'on sait qu'une mauvaise formulation peut aggraver une crise et que même un ton peut faire déraper finalement un discours et le fond d'une argumentation. Donc il faut être formé. Il faut que le porte-parole ait une posture maîtrisée et il faut limiter les interlocuteurs. Et le dernier point, c'est l'après-crise. Et l'après-crise pose 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il faut vraiment anticiper cette justice médiatique dans toute affaire de droit pénal des affaires ? Et la deuxième, c'est comment peut-on imaginer une communication plus responsable ? Alors justement, on a vu les bonnes pratiques en matière de communication de crise. Comment avoir maintenant une communication responsable en droit pénal des affaires ? Alors, le droit pénal des affaires, c'est le théâtre d'une bataille médiatique où finalement l'opinion publique, parfois, elle est plus féroce que la justice elle-même.
Et la question qui se pose, c'est comment on fait pour finalement défendre une position sans céder à la brutalité, mais sans subir non plus la crise. Alors, comment fait-on ? Alors, comment fait-on ? La communication responsable, pour moi, c'est une boussole. Et elle permet 3 choses. Elle permet de poser un cadre éthique. Elle permet de mieux gérer les parties prenantes. Et elle permet aussi de penser à la fin de la crise. Alors, le cadre éthique se pose la question de savoir jusqu'où on veut aller pour défendre un client, sans franchir la ligne rouge. Avec le dilemme du respect de la présomption d'innocence, du secret professionnel, de la confidentialité et d'une transparence contrôlée, sachant que tout le monde n'est pas soumis au secret professionnel. Donc pour protéger la présomption d'innocence, ça veut dire contrôler la véracité des faits, ça c'est important dans une communication responsable, et pour éviter la désinformation. Tout en gérant les parties prenantes. Alors les parties prenantes, on sait très bien qui ça, il y a les parties civiles, évidemment il y a les médias, mais il peut y avoir aussi les concurrents, qui parfois jouent un rôle compliqué, notamment en termes de dénigrement. Il faut bien sûr, dans la gestion des parties prenantes, être très vigilant à l'humain. Parfois, on sous-estime un petit peu la communication interne par rapport à cette communication externe. Et il faut toujours privilégier la pédagogie et bien sûr, c'est mieux d'entretenir un dialogue avec les journalistes. Et le 3e point, c'est comment on prépare la fin de cette crise. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Parfois, c'est difficile parce qu'il y a eu au milieu de cette crise toute une problématique avec les concurrents qui parfois s'en donnent à cœur joie avec le dénigrement. Alors, on va s'intéresser maintenant à la crise judiciaire elle-même. Comment on peut maîtriser une crise judiciaire ? Alors, la crise judiciaire, elle a deux choses différentes. Il y a la gestion, on va dire, de la crise, ça c'est l'action, et il y a la communication de crise, et ça c'est le discours. La maîtrise de l'action, elle passe par l'identification et l'analyse des risques, également par l'activation d'une cellule de crise, c'est très important, et par une prise de décision par les porte-paroles qui nécessite une coordination entre ces porte-paroles. En revanche, la maîtrise du discours, elle passe bien sûr par l'élaboration d'une stratégie narrative, par la définition des messages clés et par la gestion avec les relations médias. Il y a un duo indissociable entre l'avocat et le communicant, et l'enjeu est d'orchestrer une stratégie intégrée où chaque prise de parole permet de renforcer à la fois la crédibilité juridique et la confiance du public. Alors, il n'y a pas de stratégie toute faite, c'est toujours du cas par cas. Sûr. Et il y a 2 choses très importantes. La crise, la gestion de cette crise, elle dépend aussi de la culture de l'entreprise et de la personnalité des porte-paroles. Et nous, on doit prendre en compte la personnalité des porte-paroles parce que nous ne sommes pas tous égaux en termes de ressources psychologiques face à une crise, face à un conflit. Et nous, on doit s'adapter. Il y a certains interlocuteurs qui sont plus silencieux, d'autres qui sont plus transparents, d'autres qui, en revanche, veulent contre-attaquer. Et nous, on doit prendre en compte leur personnalité parce que dès qu'on rentre dans une crise, on rentre dans un jeu systémique. Et il y a également quelque chose qui est très important, c'est de bien respecter aussi un équilibre entre communication externe, ce qu'on vient de voir, et communication interne. Parce que parfois, on délaisse les hommes et les femmes qui composent l'interne en entreprise et ils ne vivent pas du tout de la même façon cette communication. Et parfois, on ne les prépare pas ou on les sous-estime. Donc, les salariés, les dirigeants, l'actionnaire, le fondateur, par exemple. Donc, bien se préparer pour pouvoir maîtriser la crise. Rapidement, en quelques mots, il peut y avoir un risque pour la réputation de l'entreprise si on ne maîtrise pas bien une crise. Alors, comment faire ? L'enjeu réputationnel, c'est vrai qu'il est aujourd'hui délicat parce que ça peut même nuire sur du plus ou moins long terme à l'entreprise. Alors, est-ce qu'on parle d'une petite structure, d'une moyenne ou même d'une entreprise cotée ? Et on a bien vu que les enjeux réputationnels, parfois, ils pouvaient avoir des enjeux dévastateurs, même sur le cours d'une bourse. C'est parfois éphémère, mais en tout cas, c'est impactant. On va conclure là-dessus. Merci Anne Bassi. Je rappelle que vous êtes associée au sein de Fargo Sachinka. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des conséquences des instabilités européennes et mondiales sur la sécurité juridique. On poursuit ce Lex Inside et on va parler des
conséquences des instabilités européennes et mondiales sur la sécurité juridique avec mon invité, Jean-Nicolas Sauret, associé au sein du cabinet Advent Altana. Jean-Nicolas Sauret, bonjour. Bonjour Arnaud. L'instabilité géopolitique mondiale croissante favorise l'insécurité tant économique que juridique. Alors, où investir sans risque hors États-Unis ? Alors, il est certain que la sécurité juridique aujourd'hui est vraiment mise à mal. On le voit bien par l'actualité même. L'ambassade des États-Unis en France a diffusé une lettre à un certain nombre d'entreprises leur disant si vous continuez une politique de diversité et d'inclusion, possiblement vous ne pourrez plus travailler avec le gouvernement américain. Bon, donc ça montre quand même qu'il y a une insécurité absolue. Et donc on se dit où est-ce que je peux investir aujourd'hui ? Traditionnellement, investir aux États-Unis, c'était une sorte de havre formidable. Aujourd'hui, on n'est pas complètement sûr que ce soit parfait pour tout le monde. Investir en Afrique, c'est risqué. Investir en Chine, les investisseurs européens et occidentaux ont tendance à avoir réduit leurs investissements. Investir aux États-Unis, c'est incertain. Donc l'Europe se positionne comme un marché fantastique avec ses 450 millions de consommateurs et une stabilité et une sécurité juridique qui rassure. Alors pourquoi justement l'Europe offre une sécurité juridique que les États-Unis n'offrent pas ? Alors on a un certain nombre d'éléments qui sont importants et qui sont essentiellement issus de la réglementation et de la Commission européenne. On voit bien que le travail de la Commission au niveau européen donne une sécurité juridique et en fait donne une avance à l'Europe en matière juridique. Plusieurs exemples. Le premier qui est le plus récent, c'est l'intelligence artificielle. L'Europe est le seul continent à avoir une réglementation sur l'intelligence artificielle. Et on voit bien que c'est un moyen de sécuriser les acteurs. Et alors comment ça se passe ? L'IA Act, qui est entré en vigueur, nous dit par exemple qu'un certain nombre de pratiques sont inacceptables, jugées inacceptables par la Commission et par la réglementation. Par exemple, le fait de mettre en place des mesures de police prédictive. Vous avez vu Minority Report comme moi, c'est interdit. Le fait, plus pour les entreprises, de surveiller l'attitude des collaborateurs au sein de leur activité professionnelle quotidienne, ça c'est interdit aujourd'hui pour essayer de détecter leurs émotions, si vous voulez. D'accord. Et donc, sur ces éléments-là, la Commission européenne, en fait, est en avance. Alors, certains disent ça vient freiner le développement de l'IA, mais en réalité, ça ne freine pas le développement technologique, ça freine l'utilisation déviante que l'on pourrait en faire. Voilà. Alors que dans le même temps, il y a un mouvement de dérégulation aux États-Unis. Ah ben absolument. L'IA n'est pas du tout réglementée. Si on voit par exemple un deuxième cas, ce sont les données personnelles. Les données personnelles qui sont avec le RGPD, qui est en vigueur depuis plusieurs années en Europe, et qui s'exportent à l'étranger en réalité. Il a presque une portée extraterritoriale. À l'inverse, aux États-Unis, la protection des données, elle est beaucoup plus faible. Je ne parle évidemment pas de la Chine, qui est un monde à part. Mais aux États-Unis, vous voyez par exemple que le DOGE, le Department of Efficiency, Government Efficiency, a pu avoir accès à des données de santé des patients. Ce qui en France serait totalement impossible. Alors, on est vigilant un peu avec le développement de Doctolib et le dossier médical, mais n'empêche qu'on a une réglementation qui rassure, qui protège en réalité, ce qui n'est pas le cas partout, ou en tout cas les choses ne sont pas du tout aussi réglementées et aussi claires que dans l'Union européenne. Et dans le même temps, il y a également une montée en puissance des nationalismes dans ce contexte international. En quoi ces tentations nationalistes en Europe sont autant d'entraves à la sécurité juridique européenne ? Alors, il est certain que on le voit bien au niveau politique, mais aussi au niveau économique, et l'un est souvent lié à l'autre. On voit bien des tentations de nationalistes, effectivement, de repli un peu sur soi, alors que l'Europe aurait plutôt une vocation contraire. Et nous, en tant que cabinet d'avocats, avec 700 avocats en France, en Allemagne et en Italie, on est bien placé en fait pour voir cette évolution. Effectivement, on voit par exemple dans le contexte de la réglementation sur les investissements étrangers. On travaille beaucoup sur ces sujets-là et on voit une réglementation qui évolue pour devenir de plus en plus restrictive et de plus en plus... Elle embrasse en fait de plus en plus d'activités et donc typiquement en France, le ministère de l'économie et des finances peut contrôler de plus en plus d'activités
Au départ, il n'y avait que la défense, hein, c'est bien logique, la défense. Que les secteurs dits stratégiques. Les secteurs stratégiques, la souveraineté nationale. Aujourd'hui, si vous faites de la recherche en biotechnologie ou de la recherche et développement sur des équipements d'énergie renouvelable, par exemple, vous entrez dans le champ de la réglementation. Mais ce qui est très difficile, c'est que la réglementation est rédigée de manière tellement large qu'en fait, elle est un peu catch-all. Et donc, en fait, vous avez là une sorte d'insécurité juridique qui se crée, parce que vous n'êtes parfois pas sûr d'être dans le champ de la réglementation ou pas. Donc en définitive, il y a plein de contraintes qui empêchent la sécurité juridique. Ah ben exactement. Alors l'Europe quand même est vigilante, hein, puisque typiquement sur les investissements étrangers, il y a un contrôle au niveau européen, en tout cas ce qu'on appelle un screening européen, qui peut-être arrivera à harmoniser, comme ça a été le cas dans de nombreux autres domaines. Si je prends le domaine du droit de la concurrence, par exemple, le contrôle des concentrations, totalement harmonisé au niveau européen. Certes, il y a des réglementations nationales qui viennent s'intégrer, mais on avait jusqu'à récemment une vision très claire de savoir quelles opérations d'acquisition ou de fusion devaient être soumises aux autorités pour contrôle au titre du contrôle des concentrations. Il y a des seuils très faciles à identifier. Alors pourquoi c'est moins clair maintenant ? C'est moins clair parce que la Commission européenne a tenté de passer sous son contrôle et un certain nombre d'opérations qui étaient en dessous des seuils. Pourquoi ? Pour empêcher ce qu'elle appelle les killer acquisitions, des acquisitions de sociétés de taille plus petite mais stratégiques. Mais la réalité, c'est que cette tentative-là, elle a été bloquée par la Cour de justice de l'Union européenne parce que, justement, ça ne donne pas la sécurité juridique, ça fait perdre la sécurité juridique dont les acteurs économiques ont besoin pour savoir dans quel environnement ils évoluent en réalité. Alors, en plus, dans cet environnement, on va dire, difficile pour la sécurité juridique, il y a une guerre commerciale lancée par Donald Trump avec des droits de douane exorbitants dans beaucoup de domaines. Alors c'est certain, et notamment dans le domaine de l'automobile, hein, puisque viennent d'être annoncés des droits de douane de 25% dans le domaine de l'automobile pour toutes les voitures qui seraient fabriquées en dehors des États-Unis et commercialisées aux États-Unis. Donc évidemment, ce qu'essaye de faire Donald Trump, c'est d'inciter les investisseurs à fabriquer aux États-Unis, bien sûr. Mais du coup, la question, c'est quelle va être la réplique ? Pour l'instant, la réplique de la Commission européenne et de l'Union européenne est relativement mesurée. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de ne pas entrer dans une surenchère, bien sûr. Bien sûr. Mais ça crée une incertitude absolue pour les acteurs économiques. Ça change tous vos plans. Comment vous allez, si vous êtes constructeur, qu'est-ce que vous allez faire demain vis-à-vis du marché américain ? Est-ce que vous allez construire là-bas ? Est-ce que vous en sortez ? Est-ce que vous faites autre chose ? Est-ce que vous vous recentrez sur d'autres parties du monde, par exemple ? Alors aujourd'hui, les entreprises, pour finir, que vous côtoyez, elles ont peur de cette insécurité juridique ? Alors absolument, hein. On voit, on sent une fébrilité. Hein. Et si je prends par exemple un exemple d'un certain type d'entreprise que sont les cabinets d'avocats, on a eu un certain nombre de cabinets d'avocats aux États-Unis même, hein, qui ont été bannis par le gouvernement américain parce qu'ils avaient été dans le camp démocrate. Bon. Et donc aujourd'hui, il y a des actions qui sont engagées sur le fondement de la Constitution américaine pour essayer de lutter contre leur bannissement en réalité et de dire non, en fait, les mesures que vous prenez, elles sont contraires. Mais ces cabinets, ça leur fait un tort incroyable. Et donc, vous voyez, nous, au niveau européen, je pense qu'on est quand même beaucoup plus raisonnable, ou en tout cas aujourd'hui, on est dans un environnement qui juridiquement est beaucoup plus stable et donc qui donne de la prévisibilité. On va conclure là-dessus. Merci Jean-Nicolas Sauret. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Advent Altana. Merci Arnaud. C'est le moment de conclure cette émission. Merci pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.